Madame, bonsoir, monsieur, merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue aux 20h, la toute première édition de 20h des jours ouvrables de cette semaine. L'insécurité s'accentue à Mimboman, un quartier de la ville de Yaoundé où des corps de jeunes personnes sont retrouvés sans vie depuis quelques semaines. Malgré toutes les précautions du gouvernement camerounais, des jeunes filles continuent d'être abusées. Des ex-temporaires de Camtel sont en colère. Les infortunés revendiquent le paiement de leurs droits. Ils ont fait un sit-in ce lundi à l'entrée de la direction de Camtel dans la ville de Douala. Retour sur le désordre urbain dans la capitale économique du pays et le nouveau tarif de l'impôt libératoire qui dérange considérablement des conducteurs de mototaxi. Ce sera dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Madame, monsieur, une fois de plus, merci de nous retrouver sur le 20h. Encore de l'insécurité à Mimboman, un quartier de la ville de Yaoundé. Elle revient de loin, droguée puis violée récemment à Mimboman. Sandrine recouvre peu à peu la santé grâce au secours du centre médical spécialisé des sapeurs-pompiers de ce quartier. Voici le récit des faits avec Marcelin Gansop. On la croyait morte après l'agression qu'elle a subie le dimanche 20 janvier dernier, au quartier Mimboman. Akaba Ondoa Sandrine va mieux. Et 8 jours après cette tragédie, elle se souvient de ce qui a failli être son dernier séjour dans la capitale. Moi, je me rappelle seulement que je suis venue à Yaoundé pour faire mes achats par rapport à mon petit commerce que je fais souvent au village. Donc, je suis venue m'arrêter quelque part au niveau de Mobile et Sauce pour prendre le déjeuner. Et c'est là que j'ai aussi pris un pot. Donc, en prenant le pot, j'ai aussi fini de manger. Je suis allée vers la femme qui brisait le poisson pour payer le poisson et j'ai laissé ma bouteille de bière ouverte. Et il y avait deux jeunes garçons assis à côté de là où j'étais en train de manger. Je suis venue les trouver, qu'ils étaient déjà assis là. Je n'ai même pas terminé, c'est juste là que je me rappelle. Et ce n'est que c'est là que je suis venu me réveiller, que j'étais déjà nue. Abandonnée sans soin à l'hôpital central de Yaoundé, c'est ici, au centre médical spécialisé des sapeurs-pompiers, qu'elle est prise en charge depuis ce fameux dimanche 20 janvier. C'est comme ça qu'elle a pu bénéficier des soins de nos services, jusqu'à ce qu'elle retrouve sa conscience. Donc, au-delà des soins qu'elle a reçus, il faut dire que l'avantage que nous avons aussi, c'est qu'on a pu quand même lui assurer un repas quotidien. Il y a eu également des infirmières qui ont eu la gentillesse de lui offrir des vêtements. Donc, c'est comme ça que nous l'avons récupéré et nous l'avons encadré jusqu'à ce jour où on pense qu'elle peut, sans risque, rejoindre sa famille. Âgée de 30 ans et originaire du village Alangena, par Hawaï, les jours d'Akaba, Ondoa Sandrine, ne sont plus en danger et elle devrait rejoindre sa famille dans les prochaines heures. Pendant ce temps, la découverte d'un autre corps, samedi aux environs de 10 heures, a replongé les habitants de Mimboman Chapelle dans la psychose. Et vous l'auriez certainement appris à travers nos éditions d'information du week-end. Une autre découverte macabre a été faite à la frontière entre Mimboman Chapelle et Bitin. C'était samedi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous propose d'écouter ce témoignage au micro d'Equinox Télévision. Samedi matin, aux environs de 10h30, j'étais en train de laver le sol. Subitement, derrière, je lavais la véranda. J'ai suivi les enfants appeler de l'autre côté, puisqu'il y a le marécage en bas. Il y a un corps en bas, il y a un corps en bas. Je me suis placé debout. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que les enfants sont en train de dire? 5 minutes, je regarde, je comprends, les enfants répètent encore, il y a un corps en bas, il y a un corps en bas. Mais j'étais découragée, j'ai jeté la serpillère au sol, je suis venue ici devant chercher les parents. Mais étant curieux, papa et maman sont descendus. Et arrivés, ils ont franchement trouvé que d'autres gens étaient acquittés de l'autre côté pour être là. Il y avait vraiment un corps, un enfant presque de 15 ans, 18 ans. C'est comme si on avait sodomisé l'enfant. Donc l'enfant là était vraiment couché à plat. Il était même la face déjà gonflée.
Oui, on ne sait pas vraiment quoi dire. Mimbouman, vraiment, ça fait vraiment peur à toute la population. Ce jour, il y a eu tellement l'affluence ici, presque tout le quartier, même pas seulement le quartier. Plusieurs personnes sont venues voir ce corps. Mais par curiosité, vers 14 h, une femme est venue là, elle s'est arrêtée ici sur la moto, elle est descendue. Elle allait voir le corps et elle a poussé les cris. Elle a reconnu, elle a dit que c'était son enfant. Et cette fusillade à Bonaberi, c'est un quartier de la ville de Douala. Notons que l'élève Lucas Steve Ekane se trouve toujours dans un état préoccupant à l'hôpital Lakentini de Douala. Vous vous souvenez certainement de cette cause. Il s'agit de l'un des 4 garçons malencontreusement blessés par balle par un homme en tenue non loin du lycée bilingue de Bonaberi. La scène, on se souvient, s'est déroulée le vendredi 18 janvier dernier. Nos reporters sont allés prendre des nouvelles de la victime. C'est le compte rendu de Merveline Tapi et Steve Eboulé. Le jeune Lucas Steve Ekane, 15 ans, élève en classe de 3e au lycée bilingue de Bonaberi, se trouve toujours dans un état critique. Interné en chirurgie C à l'hôpital Lakentini de Douala, il est sorti du coma mercredi dernier, mais les nouvelles ne sont pas rassurantes. Ça ne va pas parce que la température ne fait que monter à 40. Bon, bien sûr, il a tous les médicaments que le docteur prescrit, mais la température est haute. Samedi, on a vu le pu en faisant le pansement, le pu qui est sorti, donc on est obligé de détacher. Sa mère prend soin de son fils avec l'aide de quelques âmes de bonne volonté. Les gens de la mer même qui ont fait, personne ne se présente, personne. Je prends soin avec mon fils et je viens de commencer le travail. C'est mon 2e mois comme ça. Et c'est mon patron qui me vient au secours. Et il me vient en aide. Donc c'est mon patron. Donc tout ce qu'on peut demander là-bas à l'hôpital, c'est mon patron qui me vient en aide. Contrairement à certains parents qui entendent poursuivre l'auteur de cet incident, elle se préoccupe plus de l'état de santé de son fils. L'enfant en train de mourir à l'hôpital, on porte plainte. Ça ne sert à rien de porter plainte que ton enfant en train de mourir. Il faut d'abord sauver l'enfant. Au moins c'est même la famille, peut-être la personne qui a dit faire ses problèmes. Il a au moins c'est la famille pouvait au moins s'approcher. Quant à Jonto Ebongue, lui aussi victime de cette fusillade, et élève en classe de 3e au collège classique de Bonaberi, il a repris les cours ce matin. Notons pour être complet dans cette information qu'aux dernières nouvelles, nous apprenons que le cas Steve Ekane a été à nouveau opéré jeudi dernier. 2 morts et 4 blessés graves, c'est le bilan de l'accident de la circulation qui s'est produit le week-end dernier sur l'axe routier Douala-Yaoundé, dans le petit village de Missolé. Missolé, c'est un village situé à quelques kilomètres du centre urbain d'Edéa. Un camion du bataillon d'intervention rapide serait à l'origine du grave carambolage. Des détails avec Rodrigue Ngassi et Pierre avec du Rombang. Je sors d'Edéa. Il nous a pris à Edéa. C'est ici, là, étant dans la voiture, j'entends seulement bon. Et je lui demande, tu ne regardes même pas mon pied. Il me répond que c'est l'accident. C'est ici, dans cet hôpital régional d'Edéa, qu'il faut aller retrouver les blessés de l'accident de circulation qui s'est produit à 22 km de la ville, sur l'axe reliant Yaoundé à Douala, dans le petit village appelé Missolé. 4 passagers blessés grièvement qui ont eu plus de chance que les 2 morts enregistrés sur place. Ce camion-citerne entré en collision avec un autre du bataillon d'intervention rapide et dans le carambolage, un autre véhicule de marque Toyota type 92. Dans ce violent accident, 2 morts, dont un élément du bataillon d'intervention rapide et un autre jusqu'ici non identifié. Un témoin raconte la scène tragique. Bon, en provenance de Yaoundé sur Douala, la citerne que j'aperçois devant moi était en dépassement de 2 véhicules. Et dès qu'il a vu l'obstacle devant lui, il a essayé de poser le pied sur le frein. Il a barré totalement la route. Ce qui fait que le camion du B a percuté immédiatement la citerne que nous voyons là. Et un petit véhicule qui se trouvait aussi également derrière a pu stopper le véhicule. Si la circulation est restée paralysée pendant un bon moment, rien n'a pu empêcher la descente des autorités administratives sur les lieux pour s'enquérir de la situation afin de remettre de l'ordre sur cet axe qui est resté perturbé
pendant des heures. Et comme annoncé en titre, ce mouvement d'humeur à Kamtel, des ex-temporaires revendiquent le paiement de leurs droits depuis 2 ans. Ils ont investi pour manifester leur mécontentement ce matin l'esplanade de la direction générale de Kamtel à Bépanda. C'est dans la ville de Douala. Des détails avec Viviane Kamwa. Armés de pancartes et d'affiches, les ex-employés temporaires de Kamtel ont pris d'assaut l'entrée de la direction générale. Ici, on peut lire « Plus de 2 ans, c'est trop », sans doute pour marquer leur ras-le-bol. Ils réclament ainsi le paiement de leurs droits. Il y a des gens qui ont fait 13 ans, 11 ans, 10 ans, 9 ans, 3 ans. Alors, Kamtel a décidé depuis 2 ans d'arrêter le travail sans nous avoir avisés. Alors, il était question que nous rentrons en possession de nos droits. Et depuis 2 ans, on ne voit rien. Une situation qui va attiser la colère des ex-employés temporaires, d'autant plus que toutes les démarches entreprises par ces derniers sont restées infructueuses. On a entrepris des démarches, on a écrit au DG, nous sommes allés à l'inspecteur du travail, nous sommes revenus à Kamtel, des rendez-vous et des rendez-vous, des rendez-vous et des rendez-vous. Alors cette fois-ci, on a dit, on vient faire le sit-in pour qu'enfin, on se fasse entendre. Parce qu'ils font comme si on n'a pas droit à percevoir quelque chose. Entre-temps, certaines personnes ont été choisies, je ne sais pas par quel critère, à venir percevoir leurs derniers droits. Et nous autres, on est là, on ne sait pas quoi faire. Du côté de Kamtel, c'est le silence radio. En attendant qu'une solution soit trouvée, les ex-employés temporaires continuent de faire le pied de grue devant la direction générale de Kamtel à Bépanda. Et des panneaux de signalisation sèment la confusion chez des automobilistes dans la capitale économique du Cameroun. Plusieurs mois après leur installation dans les principales artères de la ville de Douala, les usagers se plaignent de leurs mauvaises dispositions à l'origine parfois des embouteillages. Des détails avec Serge Alain Otto. Il est un peu plus de 10 heures, un moment de la journée où le trafic devrait être fluide. Ici au carrefour Bonacoma, on ignore ça et pour cause. Je ne sais pas comment les gens ont pu réfléchir vraiment à faire tout cela parce que moi je vois trouver de contrôle, c'est pas bien. Le carrefour Bonacoma constitue aux yeux de certains observateurs un point sensible de la ville de Douala, au même titre que le rond-point d'Aïto ou encore le carrefour d'Okoti. La matérialisation des principales rues continue d'être à l'origine de l'embrouille qui habite les automobilistes. Ce véhicule, par exemple, en provenance du carrefour des Églises et à destination de Bonabéry, doit éviter le chemin droit devant lui, faire un demi-cercle avant de s'engager sur la rue Fauche, pour ensuite y rejoindre le boulevard de la Liberté. Il devait faire qu'on part tout droit, ça devait être bien. Donc, les centres devaient être de ce côté. Autre casse-tête chinois pour les automobilistes de Douala. C'est le quartier Bonantonais. Ici, plusieurs entrées contre une seule sortie. Surtout pour les véhicules en provenance des quartiers nord de Douala. Bonantonais, il y a beaucoup plus d'embouteillages parce que la montée sortant d'Aqua, il n'y a qu'une seule montée qui va de rond-point 4e passant par BCL, la Safel, la rue Koto pour remonter. Et la descente, il y a beaucoup plus d'ambiguïté parce que quand on descend, on ne comprend pas qu'arriver au niveau de la rue d'Ibamba, on est obligé de ne pas tourner vers la droite, mais aller plutôt vers la gauche. Et si vous partez vers la route, à la gauche, vous revenez vers Baïdo. La présence de nombreux panneaux de signalisation et la matérialisation de la chaussée n'empêche pas certains de faire preuve d'un civisme. Le Camerounais avait déjà oublié cette affaire de sens interdit et de feu. Maintenant, nous sommes en train de rentrer dans le droit chemin. C'est ça qui est bien pour nous. Parce que vous qui ne connaissez pas, vous avez ce problème. Ceux qui connaissent n'ont pas ce problème. À côté, pour continuer d'entretenir la confusion, on peut apercevoir à de nombreux coins de la ville ces panneaux qui attendent depuis plusieurs mois d'être dévoilés. Et le Cameroun s'est joint hier au reste de la communauté pour célébrer la journée de lutte contre la lèpre, une journée célébrée dans un contexte marqué par beaucoup de soubresauts dans le secteur. Malgré sa mutation, l'ancienne léproserie de Ngaland, c'est dans la région du centre du pays, fait face à moult difficultés, des difficultés qui entravent considérablement son développement. Yannick Mbazoa. Créée en 1970, la léproserie de Ngaland avait une mission principale. Oui, sa principale mission, c'était de pouvoir isoler les malades de la lèpre
qui pouvaient facilement contaminer les membres de la communauté, les isoler pour leur donner les soins appropriés en termes de traitement et de prévention des invalidités. Mais au fil du temps, cette mission a perdu son maître mot et la suite a été émaillée de conséquences négatives. Après 72 années au service des lépreux, cette léproserie, sous la houlette de la première dame, a été transformée en centre de santé intégré en 2002. Parce qu'à certains moments, les lépreux, les malades étaient un peu abandonnés. Bon, c'est là où les structures, les responsables de la santé de Mbalmayo ont fait recours à la première dame. Et à travers le CERAC, il y a eu un investissement important dans le sens de pouvoir viabiliser la structure. Ici, actuellement, nous faisons les accouchements, nous recevons les gens pour les consultations curatives. Bon, nous faisons en général les activités de promotion, à savoir les éducations, les causeries éducatives. Les derniers lépreux qui y vivaient ont abandonné le centre pour leurs familles respectives. Le dernier en date, qui occupait encore le bâtiment, a rendu l'âme en 2011. Sur les 14 rescapés du centre, seuls 10 restent encore en vie, mais rongés par la maladie. Retour sur le décret du président Biya qui mouvemente la sécurité au sein de la garde présidentielle. Raymond Jean-Charles plutôt à Bondo aux commandes de la garde présidentielle. Il a pris fonction ce jour au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de la présidence de la République. Reportage. Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef. Ce 28 janvier, le temps a suspendu son vol sur l'esplanade du Palais de l'Unité. 45 minutes ont suffi au chef de bataillon, Raymond Jean-Charles Abondo, pour prendre le commandement de la garde présidentielle. Le secrétaire général de la présidence de la République n'a pas eu besoin de lui rappeler les attentes de la haute hiérarchie militaire. Les missions de la garde présidentielle étant clairement fixées par le décret du 21 mai 1985, réorganisé par celui du 18 juillet 2011, à savoir assurer la protection du palais de la présidence de la République ainsi que les résidences présidentielles, participer à la protection du chef de l'État, des membres de sa famille et de ses hôtes, et puis participer aux escortes et honneurs au chef de l'État, aux hôtes de marque et aux cérémonies officielles. Mais le contexte de ce passation de commandement est connu. Il est marqué par une certaine tension dans le corps de la garde présidentielle. On a encore en mémoire la récente attaque du cortège présidentiel par 2 éléments de la garde présidentielle qui croupissent depuis lors dans les cellules de la prison centrale de Yaoundé. Le chef de bataillon Abondo Jean-Charles doit donc ramener la sérénité dans la maison. Une maison dans laquelle la gestion des allocations ainsi que la répartition des primes aiguise les appétits. Né le 8 mai 1972, le nouveau commandant par intérim de la garde présidentielle est en terrain connu puisqu'il sert ce corps depuis 1999. Il jouit d'une solide formation qu'il a perfectionnée respectivement en Grèce, au Maroc, aux États-Unis et en Chine. Et du sport football dans ce journal Coupe d'Afrique des Nations édition 2013 en Afrique du Sud, le Cap-Vert réalise un exploit en se qualifiant pour les quarts de finale. Les requins bleus, tout comme les Bafana d'Afrique du Sud et les éléphants de la Côte d'Ivoire se sont qualifiés dans les groupes D et A. Voici le point avec Etienne Pascal Azegue. On ne vendait pas cher la peau du Cap-Vert dans le groupe A, composé du pays hôte de l'Afrique du Sud, du Maroc et de l'Angola. Mais contre toute attente, les requins bleus arrachent leur ticket pour les quarts de finale après avoir effectué un parcours sans faute dans ce groupe. Les hommes de Lucio Antunes, lors de leur dernier match contre l'Angola, ont créé la sensation en inscrivant 2 buts en 9 minutes par Varela à la 81e et Elton à la 90e minute, alors qu'ils étaient menés au score à la mi-temps par les Palancas Negras, 0 but contre 1. Ah, ça promet. On revoit au ralenti le pauvre Neves qui se jette pour sauver la patrie. Un succès et une qualification historique pour les requins bleus qui participent à leur toute première Coupe d'Afrique des Nations. Le Cap-Vert poursuit ainsi son exploit
commencé à Yaoundé il y a quelques mois avec l'élimination des Lions indomptables. Dans la même foulée, les Bafana Bafana, en réalisant un match nul de 2 buts partout contre les Lions de l'Atlas, obtiennent leur ticket pour le tour suivant. La première équipe a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 et la Côte d'Ivoire. Les éléphants ont laminé la Tunisie par 3-0 en match du groupe D. La frappe! Et Yaya Touré! Deuxième but dans cette compétition! Voilà le retournement de situation dont on parlait il y a quelques instants. La Côte d'Ivoire, à travers sa deuxième victoire consécutive, confirme ainsi son statut de grand favori de la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Environnement et préservation de la nature. Pour refermer la première partie de ce journal, la société Isacam rend opérationnel son projet de récupération du biogaz. Cette centrale de captage est située non loin du lieu dit PK10, c'est dans la ville de Douala, un moyen de lutte contre la pollution, entre autres reportages. C'est sur ce site du point kilométrique 10 du génie militaire à Douala que la société Isacam a choisi de développer le projet de récupération du biogaz, un gaz généré par la matière organique des déchets. La centrale de captage du biogaz est un aboutissement novateur pour contribuer à la lutte contre le réchauffement de la planète en participant à un développement propre. Le but, c'est de détruire tout ce qui est nocif en termes de gaz et en contrepartie, obtenir des crédits carbone. C'est un mécanisme qui a été mis en place pour préserver l'environnement et inciter les pays en développement à crédit carbone. Mise en service en 2002 et d'une superficie d'environ 20 hectares, la centrale de captage du biogaz du point kilométrique 10 accueille des ordures ménagères issues des marchés et places publiques et de matières organiques fermentescibles, des déchets qui, après une mise en décharge contrôlée, subissent divers traitements. Nous allons vers les options de valorisation énergétique à travers le captage du biogaz. Donc, les déchets, quand ils se décomposent, produisent du méthane, qui est un gaz nocif pour l'environnement. Donc, dans le cadre de ce projet, nous voulons faire de la décharge un centre de vie, en améliorant le visuel, en atteignant les impacts négatifs sur la faune, sur la flore, sur les environs et surtout en préservant la couche d'ozone qui nous protège. Pour réduire cette atteinte à l'environnement, la société Isacam est accompagnée pour la prestation de collecte, de transport et de traitement des ordures ménagères par son principal client, à savoir la communauté urbaine de Douala, et également partenaire dans le projet Mécanisme de développement propre. Le projet de captage de gaz est très important. Douala produit entre 2000 et 2500 tonnes de déchets ménagers par jour. Nous pouvons déjà enlever 1500 dans le contrat actuel. Et vous imaginez que ces déchets ne doivent pas être déversés dans la nature comme ça sans traitement. Donc le cycle de traitement des déchets doit être complet. Le ramassage, le tri, le transport et le traitement. Il y a plusieurs types de traitements, mais ici c'est le traitement par enfouissement. D'un coût estimé à près de 2 milliards, les travaux de captage du biogaz par la société Isacam bénéficient du partenariat financier des Ecobank. C'est le promoteur du projet qui supporte le projet. Au travers des crédits carbone, il amortit l'investissement. Dans le cas d'espèce celui de Douala, nous avons été accompagnés financièrement par Ecobank, qui sont venus aussi s'assurer que le financement qu'ils ont donné à Isacam est bien utilisé. Hormis le retour d'investissement attendu à long terme par la vente du crédit carbone, pour l'instant la société Isacam est en train de promouvoir son savoir-faire et montrer qu'il est possible de transformer la décharge en un lieu de vie, avant de passer à toute autre chose. Dans la deuxième étape de notre projet, nous produirons de l'électricité. Ce n'est pas encore possible pour le moment parce que le cadre réglementaire au Cameroun n'est pas encore totalement favorable à cela. Nous contribuerons aussi à réduire le déficit énergétique qu'il y a dans le pays en préservant l'environnement. L'exploitation du projet va s'étaler sur 10 ans et la quantité de réduction d'émissions de gaz
à effet de serre est évalué à 773 280 tonnes de CO2. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite à présent nous retrouver dans la seconde partie consacrée au débat. Voilà un débat ce soir sur le plateau du 20h. D'abord, l'impôt, la hausse du tarif de l'impôt libératoire dû à l'activité de mototaxi au Cameroun et puis le désordre urbain dans la ville de Douala. Et pour en parler, nous recevons deux acteurs. D'abord, Auguste Etokemwele, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Douala 1er. Vous êtes membre du programme de lutte contre le désordre urbain, d'abord à la commune d'arrondissement de Douala 1er et puis à la communauté urbaine de Douala. Et vous êtes le superviseur de la fourrière municipale. Merci d'avoir accepté ce plateau. En face de vous, Ferdinand Fongan, vous êtes le président national du Glasmota, qui est le groupement des associations et syndicats de mototaxi au Cameroun. Merci d'avoir accepté également ce plateau. L'impôt libératoire est passé de 10 500 francs CFA à 40 000 pratiquement par an, selon la nouvelle loi de finances, la loi de finances 2013. Comment est-ce que vous avez apprécié ce relèvement du tarif? Merci pour cette question. Comme tout bon commerçant, je ne saurais dire que passer pour l'impôt libératoire d'une charité de 10 000 à 40 000 est la bienvenue. Parce que le commerçant voudrait exercer pour gagner quelque chose. Et puis, pour ne pas rester fermé sur ce gamme, n'est-ce pas, de 10 000 à 40 000, vous savez que particulièrement à Douala, le champ d'action des mototaxis est rétréci. Et puis, quand le champ d'action est rétréci, ça fait comprendre que l'exerçant ne peut plus rentrer, n'est-ce pas, dans son gain. Donc, en fait, s'il faut circoncire la chose sur le développement de Douala par rapport à l'activité, 40 000, c'est un problème véritable. En fait, nous sommes dans un pays de droit. Je pense que... Puisque c'est une loi, elle doit être appliquée. Puisque c'est une loi, mais les lois sont appliquées par des hommes. Alors, mais c'est les hommes qui taillent à la dimension. Alors, qu'est-ce que vous auriez souhaité? Donc, en fait, nous sommes Camerounais et nous devions réfléchir pour les Camerounais comme des Camerounais. En conséquence de cause, parce qu'en fait, regardons l'activité de mototaxi, comment elle est arrivée dans notre pays. Et puis, c'est un problème de développement. C'est un problème, n'est-ce pas, de suivi. Et puis, quand le suivi et le développement n'accroissent pas à la dimension réelle, est-ce qu'il faut passer à une vitesse qui est la charité? Parce que la charité de l'impôt tue l'impôt. Nous le connaissons. Donc, moi, je dis que... Est-ce que vous pensez que vous payez un peu plus cher que des femmes et des hommes qui vendent dans les marchés et qui s'acquittent des droits de place à 100 francs? Je remercie également, mais je pense que chacun doit regarder dans son assiette. Je ne sais pas déjà ce que les femmes du Colbert et autres payent. Je me contente de mon activité. Les femmes qui vendent au marché payent 100 francs. Oui, mais si payent 100 francs par jour, c'est basé sur... C'est moins que 40 000 par an. C'est plus que 40 000 par an. C'est sur quelle base? Moi, je dis 100 francs, c'est vrai, peut-être, oui, mais c'est sur quelle base? Moi, je dis, je me contente de ce que je fais. L'impôt libératoire de moto-taximan passe de 10 500 à 40 000. Quelle explication? Vraiment, je pense qu'il est normal que nous vivons ce pays comme nous étions de vrais Camerounais. Auguste Etokemwele, c'est quand même une manne qui tombe dans les mains, dans l'assiette des communes. Passer de 10 500 à 40 000, ce n'est pas négligeable. C'est profitable pour les collectivités territoriales décentralisées, dont la vôtre. Oui, c'est un principe apprécié différemment, comme le dit en face, mais en réalité, ça fait aussi des années justement que la mairie n'a pas pu bénéficier à juste titre de ce qui devait être. Quand nous parlons de 40 000 francs par mois, il faut que l'interlocuteur comprenne que depuis un certain nombre d'années, l'administration a soutenu ce secteur d'activité qu'on appelle les bensiquets. Quand vous avez, c'est à propos que vous avez parlé tout à l'heure de la femme qui vend la tomate, qui paye 100 000 francs. Qui paye 100 francs. Qui paye 100 francs. Mais il a dit que cette femme-là, il ne sait pas pourquoi et tout, mais moi je vous dis que cette femme, elle n'a qu'un seul espace. Elle est exactement au même endroit. Le bensikina, par contre, il occupe une chaussée, il utilise des lampadaires, il fait, etc. Il roule partout en ville. Il faut bien qu'on entretienne cette chaussée. Donc à 100 francs par jour, parce qu'en fait, quand on dit 40 000 francs, il s'agit de 40 000 francs l'année.
Et l'année, quand vous allez diviser, ça va faire à peu près 105 francs si mes calculs sont exacts. Donc, ce monsieur qui utilise la chaussée à longueur de journée, de jour comme de nuit, parce qu'il est autorisé, par contre, celle qui vend juste à son espace marchand, qui a sa tomate, etc., n'a qu'un seul petit espace. Est-ce que vous ne pensez, je vous en prie, Ferdinand Fonga, mais est-ce que vous ne pensez pas que les collectivités territoriales décentralisées avaient un travail à faire, celui de sensibiliser, parce que passer de 10 500 à 40 000 francs CFA sans un justificatif remarquable, ça fait quand même un problème. Oui, à quoi sert donc en fin de compte les syndicats? La loi est votée au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une loi nationale. Justement, les syndicats sont là pour éduquer leur corporation, etc. Et ils peuvent bien. C'est vrai que les mairies aussi, parce que c'est elles qui vont percevoir, auraient pu se rapprocher des syndicats et les syndicats se rapprocher des opérateurs de mototaxi. À ce moment, je pense que ce n'est pas une pilule. En tout cas, l'information serait passée et arrivée à bon port. Il faut tout simplement que les gens se mettent ensemble pour pouvoir expliquer le bien fondé de cette mesure qui, pour moi, est très justifiée. Dans tous les cas, bien fondé de votre côté, pas du côté des conducteurs. Non, en fait, je ne sais pas si je devrais expliquer ça comment. Monsieur qui est en face de la commune de Douala 1er. Et puis, vous savez ce qui se passe par rapport aux mototaxis dans Douala 1er. Bonanjo est dans Douala 1er. Bonapriso, si je ne me trompe pas, est dans Douala 1er. Et puis, Daedo est dans Douala 1er. Ça veut dire que le pire des mototaxis est installé fortement dans Douala 1er. Je le regrette, je dis ça. Mais moi, je dis, s'il faut voir sur l'espace réservé aux mototaximans de Douala 1er, je ne sais pas si vous pouvez penser que vous faites quelque chose pour la priorité des mototaxis dans votre arrondissement. Mais pur et simplement, quand vous dites encore qu'il revient au syndicat, n'est-ce pas, de rentrer dans la sensibilisation pour le paiement des impôts libératoires, je ne sais pas si c'est une convention que vous voulez établir entre vous et nous. Sincèrement parlant, chacun doit faire ce qui lui revient. Vous avez le devoir, en tant que collectivité locale, de rentrer même sur le terrain pour dire aux gens ce que c'est que cet impôt et à quoi ça va servir. Donc moi, il ne faut pas que vous passiez le temps à donner du tort aux autres, comme si les gens devaient faire le travail que vous avez réservé, monsieur. Et même les francs que nous versons par rapport à cet impôt, il y a quelque chose qui devait revenir pour que, n'est-ce pas, la chose rentre dans la sensibilisation. Vous ne le faites pas. Mais vous dites aujourd'hui sur un plateau de télévision que c'est les syndicats qui doivent faire la sensibilisation. Je suis désolé, mais moi je pense que la réalité, c'est que la cherté de l'impôt tue l'impôt. Nous restons sur ces cadres de cette cherté qui tue de l'impôt. Et que pour construire le Cameroun, il faut qu'on voie à chaque niveau qu'est-ce qu'il faut faire de mieux pour résoudre, n'est-ce pas, un problème. Parce que l'activité de mototaxi, c'est un problème véritable au Cameroun. Auguste Toké, est-ce qu'il n'y a pas un risque maintenant de courir vers l'amaigrissement de cet impôt, des recettes dues à cet impôt libératoire maintenant qui devient un peu plus cher que par le passé? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus aujourd'hui par des collectivités, notamment la vôtre, pour encourager ces acteurs à souscrire justement à leurs obligations? À mon sens, il s'agit juste d'un devoir citoyen. Si jamais c'est bien fondé, et je pense que ceux qui ont pensé à cette augmentation, moi je ne dis pas qu'il s'agit d'une augmentation, il s'agit d'une régularisation. C'est des gens qui ont été chouchoutés depuis par l'État par rapport à d'autres secteurs d'activité. Donc, moi je suis en train de dire à monsieur en face que pourquoi est-ce qu'il peut penser que payer 100 francs à la journée, même si on rentre 2000 francs, à la journée, c'est quand même pas très cher payé par rapport aux avantages que la ville met à la disposition de ces gens. Quand on vous dit que Douala 1er est rétréci comme une peau de chagrin, c'est peut-être un point de vue, mais jusqu'à maintenant, je ne pense pas que ce soit qui soit en train de se Ce n'est plus un secret. Jusqu'actuellement, parce qu'à part le problème des impôts, il y a aussi quand même l'aspect de la ville. Donc, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose si aujourd'hui, à Douala 1er, il y a certains artères qui ont été enlevés de la circulation normale des vesquines. Ça se passe dans d'autres pays. Il y a des restrictions, notamment à Douala 1er. Oui, parce que Douala 1er, c'est quand même la vitrine. Il faut justement que, quand on dit qu'Abidjan est beau, le Sénégal est beau, etc., c'est parce que justement, on prend des règles, il y a des pistes pour des camions, il y a des heures pour ceci, cela, sans que ça ne gêne personne. Donc il faut qu'on s'arrive et qu'on essaye d'augmenter pour voir comment, et laissons les urbanistes, etc., faire leur travail, effectivement, comme a dit monsieur, parce qu'on ne va pas tout mélanger. Pour terminer rapidement. La simple chose que je peux déplorer, c'est que nous devons témoigner au quotidien
ce qu'une activité apporte. Et puis je crois que le monsieur, s'il est vraiment conscient, doit témoigner que l'activité de mototaxi est venue faire quelque chose d'avantageux, n'est-ce pas, pour le Cameroun, et non pas pour Douala, et non pas pour l'arrondissement de Douala. Vous rassurez ici que vous restez collé à la loi et puis à la réglementation en vigueur. Nous allons mettre un terme à la seconde partie de ce journal. C'est dommage que nous ne puissions pas aborder le deuxième thème qui était annoncé. Le train nous prend à la gorge. Merci d'avoir accepté, n'est-ce pas, ce rendez-vous, messieurs. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. À demain, lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.